Ok, bah let's go, c'est parti. La scène de l'épisode 6 de la saison 2, si je me trompe pas. お前さ、疲れてんだよ。なあ、ベルトルト。 Donc voilà, déjà ici, ce qu'on peut remarquer d'intéressant, c'est qu'il y a des lignes. Alors les lignes, si vous savez pas, si vous en avez jamais entendu parler, on en retrouve assez souvent dans les cinématiques, dans les scènes qui sont censées être impactantes, et ça sert souvent à guider le regard ou à faire passer certains messages. Donc ici, on a une ligne verticale au milieu de l'écran et une ligne horizontale ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va séparer Eren d'un côté et Reiner et Bertolt de l'autre, vu qu'ils sont en train de se rendre compte, enfin Eren est en train de se rendre compte qu'ils sont plus dans le même camp, qu'ils sont ennemis. Et cette ligne-là, elle va servir à isoler Eren dans le coin de l'écran. Donc Reiner et Bertolt, ils occupent ici le 3/4 de l'écran, et Eren, il occupe seulement un tiers, donc ça le met sous pression en fait, ça le met dans une situation de vulnérabilité, ce qui accompagne évidemment ce qui est dit à l'écran, enfin ce qui est en train de se passer, à savoir que il fait face au colossal et au cuirassé. Pour accompagner la ligne qui est au milieu, il y a un mouvement de caméra qui va de haut en bas pour vraiment accompagner le regard. こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろう。ああ、ライナーは疲れているんだ。大体な、お前がじ。 Alors notez ici qu'il y a un drapeau rouge en CGI qui est franchement pas dégueu. Ce drapeau rouge, je vais en parler plus tard, mais sachez déjà qu'il n'est pas dans le manga. Et ça va être super important pour faire la différence entre la réalisation de l'épisode et l'écriture de la scène dans le manga. 人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そんなこと言われて、俺が「はい行きます」ってうなずくわけがねえだろ。 Donc ici, on voit que Eren a pas l'air de croire ce qu'il dit en fait. Donc ce qui est intéressant dans ce petit plan, parce que j'analyse évidemment tous les petits détails, même si c'est pas super important. Ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont ils ont retranscrit les pensées et les émotions d'Eren dans son visage. Donc il croit pas vraiment ce qu'il dit, et malgré qu'il essaye de mettre en confiance Reiner, de lui dire que tout se passe bien, il est quand même super méfiant. Et la façon dont il traduit ça sur le visage d'Eren, c'est en lui faisant baisser la tête et lever des yeux, qui est typiquement une expression de méfiance et de doute. Ici, on va avoir un plan qui est vraiment super intéressant, qui est un plan clé, sur lequel je reviendrai plus tard. C'est-à-dire qu'il va réapparaître plus tard dans l'épisode, mais j'en parlerai en temps venu. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment le plan est hyper intéressant, parce que on prend le point de vue de Reiner. Donc si on regarde les mouvements, ici, je vais revenir en arrière, hop. Du point de vue de Reiner, il est dans une situation plutôt pas ouf, donc évidemment c'est Eren qui vient de dire tout ce qu'il a dit, donc c'est à Reiner de rebondir. En gros, c'est lui qui a les clés en main pour faire avancer la situation. Pour l'instant, c'est lui qui va, avec ses paroles, décider si ok, il prend la perche d'Eren, il fait genre qu'il s'est rien passé, ou alors il se passe ce qui se passe, et il peut plus faire demi-tour, et il l'attaque. Bref. Donc du point de vue de Reiner est mis sous pression dans cette scène, il est aussi dans une position de vulnérabilité. Eren, qui est donc son ennemi, est dans un angle qui est dans son flanc, qui est un angle de vulnérabilité, et Berthold, qui est son allié, est dans son dos, qui est aussi un angle de vulnérabilité. Donc ça nous fait comprendre que Reiner est pas dans une situation super agréable, et en plus de ça, Eren, qui est son ennemi, se rapproche de lui, et Berthold, qui est son allié, s'éloigne de lui. Donc il est en train de perdre l'aide de son allié, le support de son allié, et il est en train de se faire de plus en plus oppressé par son ennemi. On peut le voir ici, donc voilà, Eren qui se rapproche, et Berthold qui s'éloigne. On a également un espèce de zigzag, un Z entre les regards, donc on part du regard de Berthold, Reiner, Eren. Voilà, avec les lignes, ça nous fait un petit zigzag. Retenez ça parce que ça va être important au moment où ils vont refaire référence à cette scène plus tard. Ici, ce plan-là, il va aussi avoir une petite importance, parce que déjà, premier truc important enfin pas important, mais un truc fluide, c'est que la caméra va de gauche à droite, c'est-à-dire qu'elle accompagne le mouvement précédent. Donc le mouvement précédent, il y en avait plusieurs, mais celui qui dominait, c'était celui de gauche à droite, puisqu'il y avait Eren qui allait de gauche à droite. On voit que Reiner va aussi un petit peu de gauche à droite, et il y a le mouvement des nuages. Donc la caméra accompagne ça pour créer un lien fluide entre les deux plans. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a Mikasa ici qu'on peut discerner avec sa silhouette. On voit qu'elle est immobile et qu'elle les observe de loin. Comme ça, ce plan-là, il sert à ce qu'on puisse prendre connaissance du fait que Mikasa
est en train de les écouter de loin, parce que ça va être un élément qui va ressurgir plus tard. Il faut toujours mettre en place ces pions avant de les utiliser. C'est une règle importante en cinéma, j'en reparlerai aussi plus tard quand on parlera du drapeau. Pardon. Ici, on peut de nouveau voir ce fameux drapeau qui réapparaîtra plus tard. Ce dont on peut parler entre-temps, c'est des nuages. Les nuages, ils ont une symbolique précise dans cette scène. C'est des nuages qui sont gris, qui sont lourds, qui sont rapides, avec beaucoup de vent, et aussi, surtout, qui sont très très bas. Donc tout ça, c'est juste... c'est le type de climat qu'on a avant un orage. Donc ce que le ciel nous indique, c'est, entre guillemets, c'est le calme avant la tempête. Donc c'est le mauvais présage, en gros. Ces nuages-là, ils signalent que bientôt, il y aura un orage. Donc évidemment... l'orage symboliquement, parce qu'il y a des conneries qui vont arriver, mais c'est aussi super bien fait parce que l'orage c'est en lien avec l'éclair qui apparaît à chaque fois que un 2 se transforme. Ici on est toujours dans le doute, on ne sait toujours pas quelle partie Reiner va prendre. Et ce plan-là va être super important. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que Reiner occupe la moitié droite de l'écran, mais que c'est pas vraiment Reiner qui l'occupe, c'est son bras. Et ça va être vraiment important parce que à ce moment-là, le spectateur s'en rend pas compte, mais il est en train d'assimiler l'information du bras de Reiner. Surtout qu'en plus d'occuper la moitié de l'écran, il occupe toute l'attention du regard d'Eren. Eren, il regarde le bras de Reiner. Voilà, et ici, ce plan, il va être super, super important parce qu'il va diviser toute la scène en 2 parties. Donc à partir de maintenant, on va commencer à voir ressurgir la structure de la scène. Et la structure de la scène, elle est accompagnée par la musique. C'est la musique qui va accompagner les événements qui vont vraiment structurer la scène en plusieurs parties distinctes. Là, on vient d'avoir, entre guillemets, l'introduction qui n'était pas vraiment une progression. Et à partir de maintenant, après cette scène-là, ce qu'on voit, c'est le fameux drapeau. Voilà, donc si je reviens en arrière, les quelques scènes qu'on vient de voir, ça va être le point de non-retour. C'est le moment où on peut plus revenir en arrière parce qu'il est trop tard. C'est le moment où Reiner fait son choix. Et si on le compare au manga, dans le manga, il n'y a pas cette scène, mais j'en reparlerai à la fin. Donc déjà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a la flaque d'eau. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais le reflet, ça va aussi être un élément super présent et super intéressant dans cet épisode. Il y a plein de scènes où on voit pas les personnages, mais on les voit par leur reflet. Donc c'est tout simplement la symbolique du fait que il y a le masque qui tombe en fait. Il y a une autre facette des personnages qui est révélée, leur reflet, quelque chose qui cachait. Et c'est pour ça on les voit plusieurs fois. Il y a des flaques d'eau au sol qui accompagnent aussi le climat orageux, mais également on peut voir leur reflet à plusieurs moments dans l'épisode. Plus tôt, on voit leur reflet à travers les rails qui sont postés au sol des murs. Donc la flaque, elle va se troubler pour amener une bourrasque de vent, le vent qu'on peut pas montrer évidemment, parce que le vent c'est invisible. Donc au lieu de ça, on montre la flaque d'eau qui se trouble, les ondes. Et ça c'est super astucieux, parce que du coup le vent va arracher le drapeau, et comme je l'ai évoqué avec le plan de Mikasa, il faut toujours mettre en place un élément avant qu'il ressurgisse. Ça s'appelle le fusil de Tchekhov, pour ceux qui connaissent pas, c'est un principe hyper élémentaire en cinématographie. Ensuite, le drapeau. Le drapeau, si on reprend tout l'épisode depuis le début, ce que je vais pas faire, on se rend compte que le drapeau rouge, il apparaît à plein de plans. Il y a une bonne trentaine de plans dans l'épisode, dont les tout premiers, où il apparaît soit au centre du cut, soit en arrière-plan. Et en fait, on s'en rend pas bien compte pendant l'épisode, mais ce drapeau rouge, il veut littéralement dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que quelque chose se prépare, et que c'est comme si le drapeau essayait constamment de prévenir les personnages que quelque chose allait pas et qu'il fallait agir le plus vite possible. Et comme on le voit avec la réaction des personnages, en fait, voilà, ils se rendent compte de la présence du drapeau. On voit Eren qui réagit. Voilà, ils se rendent compte en fait de l'importance de ce drapeau uniquement quand il est cassé. Et c'est pour ça que la scène est si bien ficelée. C'est parce que le moment où ils se rendent compte
du danger qui rôdait, c'est le moment où il est trop tard. C'est le moment où le drapeau est tellement agité qu'il s'est brisé. Et là encore, un truc vraiment super astucieux qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'architecture des murs pour le faire rebondir, pour qu'il résonne encore plus, pour vraiment marquer l'impact. On entend même le bruit du drapeau qui tombe comme s'il tombait sur une surface solide, alors que déjà, comme on peut le voir, le mur, il est super haut, donc on ne devrait pas l'entendre, et en plus au sol, il n'y a pas de surface solide, donc c'est vraiment pour montrer l'impact. Ici, le plan, il est en Dutch angle. Le Dutch angle, c'est simplement un angle de caméra de travers. Ce que ça a pour effet, c'est de déstabiliser le spectateur, parce que les repères qu'on a, ça va toujours être la ligne d'horizon. Et donc si on met la ligne d'horizon de travers, c'est comme de mettre de travers toute notre sens de l'orientation. C'est un truc, dans les mauvais films d'horreur, on en voit tout le temps des Dutch angles, parce que c'est super cheap pour mettre le spectateur mal à l'aise. On voit aussi Eren qui est surpris par... et Bertolt aussi, qui sont complètement surpris par la chute du drapeau, pour vraiment encore pour marquer l'impact du truc. Et on remarque également Reiner, qui est complètement imperturbable, parce que lui, comme on a atteint le point de retour, il a fait un choix. Il a décidé que, on le verra plus tard, qu'il va se battre. Ici, dans les quelques plans qui vont suivre, c'est un peu comme si le temps s'arrêtait. Donc ils ont fait exprès de pas nous montrer le ciel. On a l'impression que la chute du drapeau a littéralement arrêté le temps, donc c'est vraiment, c'est toujours pour marquer l'impact du point de non-retour. Petit à petit, on comprend que, non, le temps s'est pas arrêté, évidemment, avec le ciel qui avance, et il y a aussi de petites particules de poussière. Et voilà, ce plan va être vraiment, littéralement, le passage à, entre guillemets, l'acte 2 de la scène. Et à partir de maintenant, la scène va être structurée par la musique. Si on écoute même l'OST de cette scène-là, l'OST a plusieurs parties et on a l'impression qu'elle évolue en quelque sorte, avec à chaque fois qu'il y a une nouvelle période dans la musique, il y a des instruments qui s'ajoutent, il y a un peu plus de volume et il y a des émotions différentes. Maintenant, comme on vient de passer le point de non-retour, c'est le masque de l'imposteur qui est finalement tombé. Donc on a ce plan extrêmement stylé où on a la musique qui s'élève tout doucement, une musique un peu mystérieuse, mais à la fois inquiétante, qui s'élève au même rythme que la lumière transperce les nuages. Et du coup, la lumière, c'est la vérité. Les rayons de lumière sont évidemment accompagnés par le rythme de la musique, c'est ça qui rend vraiment le truc super fluide. Et ils vont aussi marquer un contraste. Ils vont créer énormément d'ombre au bas de l'écran sur les murs, et énormément de lumière en haut de l'écran, dans le ciel, en arrière-plan. Déjà, ça va mettre en avant les personnages ici, ça va attirer le regard vers le centre de l'action, mais aussi ça va créer un effet ombre-lumière, donc comme si à ce moment précis, il y a eu une distinction très claire qui s'est marquée entre qui est du côté obscur entre guillemets et qui est du côté clair, qui est l'allié et qui est l'ennemi. Ici, on a de nouveau le plan de Mikasa, et sans le plan dont j'avais parlé, où j'avais dit, voilà, on voit Mikasa et on introduit déjà le fait que Mikasa est en train de les écouter de loin. Sans ce plan-là, on n'aurait pas l'information de où elle est, et tout ça, en fait, ça sert à mettre en place le moment où elle va intervenir concrètement dans l'action. Et alors, les 3 plans qui viennent de s'enchaîner maintenant, ils sont vraiment super intelligents et super stylés, parce que on a ce plan entre les deux. Ce plan intermédiaire, c'est ce qui nous communique. Donc on voit une main qui agrippe une lame et qui tremble. Ce qui nous communique, c'est des émotions. Donc il nous dit qu'il y a de la peur, de l'hostilité et de la violence. Mais le truc, c'est qu'on voit uniquement la main. Donc on sait pas quel personnage est dans cet état. Et logiquement, et c'est ça qui est si astucieux, notre cerveau, il fait des connexions selon la logique de la cinématographie. Et pour l'instant, notre cerveau, ce qu'il pense, c'est que c'est la main de Mikasa. Et évidemment, c'est fait exprès qu'on ne puisse pas voir en dessous de sa cape, donc on ne peut pas savoir si ses épaules sont dans cette position précise. Donc pour l'instant, on pense que c'est Mikasa.
Et boum, direct après, on a Eren, et on peut également pas voir le bas de ses épaules. Donc, l'effet que ça a, c'est que les plans, entre guillemets, ils ont posé une question à notre cerveau, ils nous ont posé la question à qui appartient cette main, et ils nous ont donné 2 réponses possibles. Mais en vérité, ce bras, il est même pas censé appartenir à un personnage précis, parce que l'objectif de cet enchaînement de plans, c'est tout simplement de semer la confusion dans notre cerveau. Donc les éléments sont en train de s'enchaîner super vite, on a eu énormément de tension qui s'est accumulée, et ça commence à peine à se relâcher, on commence à peine à savoir vraiment si Reiner est bien le cuirassé, si ce qui se passe est vraiment en train de se passer, bref. Et du coup, en nous posant cette question sans nous donner vraiment la réponse, notre cerveau, il est toujours actuellement en train de chercher à comprendre à qui appartient ce bras. Et du coup, ça a pour premier effet de nous mettre dans une confusion. Mais en plus, ça va décrire l'ambiance générale, parce que ce bras-là, qui voulait dire qu'il y a de la violence et qu'il y a du stress et qu'il y a de la peur, il s'applique pas forcément à un personnage, il s'applique vraiment à tous les personnages en fait. Ça décrit une ambiance générale qui a énormément de tension dans l'air, de la violence et de la peur. Maintenant, pour ce plan-ci, on n'a pas que ça, on a aussi Reiner qui commence enfin à prendre la parole. Donc maintenant, c'est Reiner qui va guider, c'est Reiner qui va être au centre de l'attention, c'est lui qui va guider comment les événements, comment la situation va évoluer. Et pour ça, on a Eren et Berthold qui vont dégager, un peu comme s'ils laissaient le champ, comme s'ils mettaient Reiner au centre de la scène. Parce que c'est lui qui est en train d'être au centre. Ici, on a un plan qui est beaucoup plus détaillé, et c'est fait exprès. Donc on a beaucoup plus de niveaux d'ombre que d'habitude. D'habitude, on a un niveau d'ombre. Ici, on en a 2,5. Donc on en a un. Ici, on a une ombre plus foncée, et puis on a les petits shaders ici. C'est fait exprès, ce sera pour créer une connexion visuelle avec un plan qui aura un peu plus tard, dans quelques secondes. Ah oui, et pour l'instant, on voit pas son visage. Donc évidemment, le visage d'un personnage, c'est l'une des sources d'information les plus importantes. La première source, c'est ce qu'il dit, et la deuxième source, c'est son visage. Par exemple, si t'as un personnage qui dit « j'ai pas peur », mais que sur sa gueule, on voit qu'il est en train de chialer et tout, on a l'information complète. On a l'information qu'il a peur et qu'il essaie de faire croire qu'il a pas peur. Par contre, si on voit pas sa gueule et qu'il dit juste j'ai pas peur, on sait juste que il dit qu'il a pas peur, mais on n'a pas l'information complète. Et c'est pour ça que ils font exprès qu'on puisse pas voir son visage, pour que on soit toujours spectateur, pour qu'en tant que spectateur, on soit toujours en attente d'informations. C'est vraiment Reiner qui domine la scène, c'est vraiment lui qui guide le tempo de la scène, et nous, on peut faire que attendre qu'il nous balance les informations dont on a besoin. Ici, ce plan, on a de nouveau des lignes. Donc, le regard, donc le regard. Actuellement, notre regard, il est attiré par déjà le centre de l'écran, mais aussi l'endroit le plus détaillé de la scène, c'est-à-dire vers ici, parce que c'est là qu'il y a le plus d'ombre et le plus de détails. Donc si notre regard est là, hop, voilà, maintenant il va être attiré par les objets détaillés les plus proches, c'est-à-dire le rail, et grâce au mouvement de caméra qui va de haut en bas, notre regard, voilà, il va descendre. On va voir ici qu'il y a 3 personnages, donc on se doute que c'est Reiner, Berthold et Eren. Ici, on a de nouveau Mikasa. Et ici, on voit que tous les personnages du bataillon, ils se sont retournés. Et donc, comme notre regard passe de Reiner à tout le bataillon, on comprend que Reiner, il est dans une position de vulnérabilité, parce que il fait face, ça nous montre un peu tous les ennemis auxquels il fait face. On a de nouveau aussi les 3, enfin du coup maintenant il y a 3 drapeaux, pour montrer que le danger est beaucoup plus important qu'au moment où il y en avait un seul. Ici, on a de nouveau le bras Reiner, et maintenant il va falloir vraiment prêter attention à la musique. Voilà, donc la musique, elle vient de changer. On a des nouveaux instruments, on a un nouveau ton, et on a une nouvelle ambiance générale. Et ce plan-là, comme je l'avais dit avant, il crée une connexion avec le plan précédent, parce qu'on a eu un contraste, on a eu un plan super détaillé, puis on a eu le plan en vue aérienne avec absolument aucune ombre et tout. Et là, de nouveau, on a un plan avec plusieurs niveaux d'ombre. Il y en a un ici, un deuxième ici, avec les shaders et même les éclairages, et on a ses cheveux détaillés. Donc ça crée une connexion entre les deux plans. Et en gros, c'est que on a désormais, pour la première fois, les informations complètes.
on connaît les états d'âme de Reiner, comme en plus son masque vient de tomber pour la première fois dans l'histoire de la série, on comprend enfin le véritable visage de Reiner, avec ses véritables intentions. Comme je l'ai dit, la musique a changé, et elle va encore changer plein de fois dans la scène, et à chaque fois que la musique change, ça s'accompagne par une évolution de la scène. À chaque fois que la musique va changer, la scène va changer aussi, parce qu'on va avoir un nouvel élément clé sur ce qui se passe. Donc jusque maintenant, on savait que Reiner était potentiellement un ennemi, mais on ne savait pas encore c'était quoi ses intentions. Là, la musique vient de changer, et on sait que Reiner a fait une décision. Donc jusque maintenant, on était dans le flou. On savait qu'il y avait potentiellement une couille, mais maintenant, on sait que Reiner a fait un choix, et qu'à partir de maintenant, les choses vont vraiment s'enchaîner. Et boum, ici, on a de nouveau le bras, comme avant. Il occupe encore un peu plus que la moitié de l'écran, et là, il y a un gros zoom, et c'est vraiment le regard d'Eren est carrément attiré par lui comme un aimant. Et ça va être vraiment super important pour ce plan-là. Donc là, Reiner, il va dégager son bras, mais le problème qu'on rencontre, c'est que quand un personnage dégage son bras, c'est qu'il se prépare à faire quelque chose. Et ça, c'est problématique, parce que ce qui est le centre de l'attention, c'est pas ce que Reiner s'apprête à faire avec son bras, c'est le bras en lui-même. Donc il faut faire comprendre au spectateur que, en dégageant son bras, il va pas faire quelque chose avec son bras, comme par exemple attaquer Eren ou quoi. C'est que vraiment, c'est le bras lui-même qui est au centre de l'attention. Et c'est pour ça qu'ils ont autant insisté dans les 3 plans qu'ils ont mis même au tout début de la scène. Ce qui est important, c'est pas l'action qu'il va exécuter avec son bras, c'est vraiment le bras lui-même. Voilà, et ce petit plan-là, c'est vraiment typique des animés, sauf que c'est bien fait, puisque généralement dans les shonen, ce qu'ils font, c'est que comme ils ont la flemme de le faire correctement, pour vraiment donner de l'importance à quelque chose qui se passe, ils vont faire comme dans Dragon Ball, ils vont prendre la solution facile, à savoir t'as un personnage qui fait quelque chose, tu prends un autre personnage et tu lui fais dire oh mon dieu c'est incroyable. Voilà, il évite ses coups sans faire le moindre effort. Yes. Donc oh mon dieu, il dégage son bras. Et ça c'est absolument pas naturel, mais c'est la solution facile. Normalement, si tu veux donner un poids à quelque chose, tu utilises des éléments comme une réaction spontanée. Et là on voit que Hanshi, en voyant ce truc qui est en hors-champ, qu'on sait pas encore ce que c'est, elle est spontanément surprise, et ça donne directement de l'impact à l'élément en question. Voilà, et donc là vous l'avez entendu, il y a les violons qui viennent d'entrer en scène dans la musique. Ça marque déjà un changement de ton dans la musique, et ça marque aussi que les informations et la direction que les événements vont prendre ont changé. À savoir que jusque maintenant on savait que Reiner était potentiellement un ennemi. Il y avait énormément d'informations qui étaient parties dans tous les sens, il y avait beaucoup de personnages qui doutaient, mais en tout cas malgré le bordel reste. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Reiner est bel et bien un titan. Parce qu'il y a eu beaucoup de paroles, on voyait que Reiner pétait un peu un câble, mais il y a un fait qui est indiscutable, c'est que Reiner est un titan parce qu'il montre son pouvoir de régénération. Et c'est pour ça que la musique a changé, parce qu'on a une nouvelle information capitale qui va déterminer comment la scène va évoluer. Maintenant, dans cette scène, il y a quelque chose qui est vraiment super bien fait, c'est la façon dont ils vont jouer avec le regard du spectateur. Donc le regard du spectateur, il est attiré en priorité par des éléments comme le centre de l'écran, les objets détaillés, les objets en mouvement, les yeux d'un personnage, et les contrastes de couleurs. Et donc ici, ils vont vraiment tout enchaîner, et c'est vraiment assez stylé. Pour l'instant, notre regard, il était sur l'objet au centre de l'écran, le plus en mouvement, le plus détaillé, c'est avec des yeux, c'est la tête de Hanshi. Et voilà, dès que le plan change, notre regard est directement capturé par la main de Reiner, qui est l'objet le plus en mouvement. Donc notre regard, il va suivre le mouvement du bras de Reiner. Comme ça, on peut discerner, avec notre vision panoramique, qu'il y a sa plaie qui est toujours ouverte. Notre regard est actuellement sur la main de Reiner qui est en train de bouger, et le moment, en fait, l'instant où sa main s'arrête de bouger, il y a le regard de Reiner qui apparaît à l'écran. Boum, et du coup, notre regard à nous, il va directement bouger vers le visage de Reiner, et donc être plus attentif à ce qu'il dit, pour vraiment qu'on capte les informations importantes. Bon, évidemment, nous, on lit les sous-titres parce que on l'a en sub, mais c'est fait pour fonctionner comme ça. Et dès qu'il a fini de parler,
notre regard est plus attiré par sa bouche qui est en mouvement, mais par les étincelles qui vont sortir de la plaie qui est en train de se refermer. Donc ils ont vraiment rythmé le truc super efficacement pour qu'on ait toutes les informations capitales. Donc d'abord on regarde la main, on voit que sa plaie est en train de pchiter et on est en train de monter. Dès que ça s'arrête de bouger, on arrive vers le regard de Reiner, on fait attention à ce qu'il dit. Et dès qu'il arrête de parler, on a une nouvelle information, à savoir que sa plaie vient de se fermer. Donc on est sûr que c'est un titan. Et maintenant, c'est maintenant vraiment que la scène va commencer à devenir godlike. Parce que ils vont briser leurs propres règles en ce qui concerne le rythme et la musique. Donc là maintenant, on commence, même si c'est inconsciemment, à comprendre un peu comment ça fonctionne. À chaque fois qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent, la musique augmente, et donc là on peut commencer à anticiper ce qui se passe. Donc on vient de voir Reiner. On vient de voir Reiner qui se précipite vers Eren comme s'il allait l'attaquer, donc on peut commencer à anticiper ce qui va se passer. La musique va complètement exploser, il va s'attaquer à Eren et tout, il va le capturer, bref. Et donc comme c'est arrivé quelques fois déjà que la musique change, notre cerveau il commence un peu à comprendre. Et donc au moment où notre cerveau commence à appréhender la structure de la scène, ils vont la briser et ils vont nous couper l'herbe sous le pied pour encore nous surprendre. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc là, la musique, normalement ce qui aurait dû se passer, comme je l'ai dit, c'est que la musique évolue, que Reiner est toujours en domination dans la scène, sauf que là, ce qu'on voit, c'est que on a l'impression, et ça c'est ça qui est bien fait aussi, on a l'impression qu'il est au centre de l'écran, sauf que son regard, qui est vraiment, le regard c'est vraiment la personne en soi, il n'est pas au centre de l'écran. Il est beaucoup plus près du hors-champ qu'on le pense, et ça le met en... et c'est pour ça que la caméra a tourné, parce qu'il fait face à l'inconnu, et l'inconnu c'est toujours potentiellement une menace. C'est pour ça que le hors-champ c'est aussi important dans les films d'horreur, etc. Donc en faisant face au hors-champ, ils nous font anticiper une menace. Et cette menace... Hop, voilà, c'est Mikasa. Et là maintenant, je vais encore parler du regard, mais pas du regard du spectateur cette fois, mais du regard des personnages. Le regard d'un personnage, en gros, c'est son esprit. Donc un personnage dont le regard va bêtement suivre le mouvement de son corps, c'est un personnage qui est dans le moment présent et qui suit son instinct. Donc si t'as un personnage qui va tourner la tête à droite, enfin qui va bouger son corps vers la droite et qui va tourner son regard vers la droite, c'est qu'il est en train de réagir, qu'il est réactif dans les événements. Un personnage dont le regard est indépendant de son corps, par exemple, il est statique mais son regard bouge de droite à gauche, ou alors il bouge à droite mais son regard va à gauche, ou il reste ancré sur quelque chose, c'est un personnage qui est proactif, c'est un personnage qui réfléchit. Donc si le regard est indépendant du corps, c'est que l'esprit est indépendant de l'instinct. Si le regard suit le corps, c'est que l'esprit suit l'instinct. Et donc s'il suit l'instinct, il est réactif, il réagit à la situation, et s'il est indépendant de l'instinct, il est proactif, et c'est lui qui crée les événements. Donc on voit ici Mikasa, son regard, il brise complètement la ligne, il est complètement perpendiculaire à la ligne qui est tracée par son corps, ici perpendiculaire, et la lame, elle nous fait aussi anticiper un mouvement perpendiculaire. Tandis que Reiner, voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, il bouge à droite, il bouge à sa droite, et son regard bouge à sa droite aussi. Donc il est complètement en train de réagir, donc Mikasa domine les événements, et Reiner, il est dominant entre guillemets, mais surtout il réagit. Voilà, à l'attaque de Mikasa. Et donc je reviens sur ce que je disais avant, à savoir la musique. Là normalement ce qui aurait dû se passer, comme on s'y attend, comme l'action vient d'éclater, c'est que la musique elle aurait dû aussi évoluer. Et on n'a presque pas eu d'évolution de la musique, il y a eu des vocales qui se sont ajoutées mais c'est tout. Mais surtout le volume a pas augmenté. Et en fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait un changement dans la musique, ça s'accompagnait par une augmentation du volume. Et là, comme le volume a pas augmenté, mais que d'un coup, il y a plein de bruitages, il y a les lames qui tranchent la chair, il y a le vent qui siffle, les personnages qui hurlent, ça donne l'impression que le volume a diminué. Bon, il a pas changé, mais il a pas augmenté. Et comme le bruit général qui était jusque-là super bas, qui se limitait simplement aux voix, comme le bruit général a augmenté d'un coup, ça donne l'impression que le volume a baissé.
Et ça a pour effet vraiment d'accompagner l'impression que Mikasa a littéralement coupé l'herbe sous le pied à Reiner. Et c'est vraiment pour montrer à quel point Mikasa est un personnage qui est pété et extrêmement puissant, c'est que même elle agit tellement vite et elle a tellement des réflexes de dingue que même la musique arrive pas à suivre ses actions. Donc là, la musique, elle se comporte comme si Reiner s'était transformé en titan, comme s'il avait capturé Eren et comme s'il était toujours en contrôle de la situation. Alors que c'est pas le cas. Mikasa agit tellement vite que même la musique arrive plus à suivre. Et c'est ça qui est vraiment bien fait. Ensuite ici, on a ce petit plan qui est assez intéressant en dehors de son contexte. C'est que on voit Mikasa, ici on voit le sol. Et voilà, ici on voit le ciel. Donc on a l'impression que c'était un seul cut, mais en réalité c'était 2 cuts, c'est juste qu'ils n'ont pas vraiment changé Mikasa, ils ont profité du fait qu'elle occupait tout l'écran pour créer une fausse rotation de caméra, parce qu'on sait tous que les caméras qui tournent, c'est vraiment super dur à faire en animation, parce que ça implique de redessiner le background à chaque frame, et ça c'est très très dur. Donc ils n'arrêtent pas d'utiliser plein de petites astuces, donc là voilà, c'est une petite astuce sympa. Ensuite elle frappe Bertolt, et ici ça va être vraiment super intéressant, je vais mettre en vitesse réduite parce que tout se passe très très vite. Alors ici déjà, un élément important c'est qu'elle a frappé Bertolt, mais que on ne sait pas où il a été frappé, on ne sait pas s'il a été frappé à l'épaule ou à la gorge, et c'est fait exprès qu'on puisse pas le distinguer à ce moment-là. Donc comme je parlais de regard plus tôt, notre regard actuellement, il a été capté par cette espèce de flash de la lame qui frappe Bertolt. Et donc actuellement, notre regard, il est sur Bertolt, à cause de ce qu'on vient de voir. Mais il y a un moment où, voilà, Mikasa, elle est en mouvement, on n'arrive pas à voir son visage. Mais il y a un moment où son visage va réapparaître pendant plusieurs frames. Et donc notre regard, à cause de ça, comme Mikasa, elle tournait, elle s'est rapprochée de la caméra et Bertolt s'est éloigné. Notre regard qui était sur Bertolt, il est de nouveau attiré vers Mikasa parce qu'il y a son visage qui apparaît et qui reste immobile pendant quelques frames. Mais le problème, c'est que le temps que notre regard arrive jusque Mikasa, elle a direct instantanément disparu. Et du coup, notre regard est dans le vide, il a envie de revenir vers Bertolt, c'est comme ça que ça fonctionne. Notre regard, il aime pas être dans le vide, il a besoin de regarder ce qui est en train de bouger. Mais de nouveau, le temps que notre regard revienne vers Bertolt, voilà, le plan a changé. Et donc notre regard, il est environ sur Eren. Et comme Mikasa va être l'objet qui bouge le plus, c'est celui qui va attirer le plus notre regard. Donc on est de nouveau en Dutch angle, avec l'horizon qui est de travers. Et du coup, notre regard, il va retourner vers Mikasa en passant par Bertolt. Donc on part d'Eren, donc on a assimilé l'information que Eren est en train de tomber, Bertolt est en train de tomber, on voit Mikasa, Reiner est en train de tomber aussi, donc elle est vraiment en train de tout perturber, elle-même elle a été repoussée vers l'arrière, mais comme tous les personnages sont repoussés vers l'arrière, sont sur le point de tomber, sauf que c'est la seule qui contre sa chute, on comprend que c'est toujours elle qui est la seule des 4 à être en contrôle de ce qui se passe et à dominer la situation. Donc elle contre sa chute, elle est prête à repartir. Tout se passe ralenti, on peut toujours pas voir si Bertolt a été frappé à la gorge ou à l'épaule, donc on ne sait pas si le coup que Mikasa lui a porté a été fatal. On sait que Reiner est tombé parce qu'on le voit avec notre vision panoramique. Je peux remettre en vitesse normale maintenant. On l'entend hurler, mais de nouveau, c'est assez difficile de savoir s'il hurle de douleur ou s'il hurle d'étouffement. Et ici, ce plan, il va être super important parce que il va nous faire comprendre l'erreur, un des points clés de la scène, c'est l'erreur de Mikasa, à savoir qu'elle s'est plus inquiétée pour Eren au lieu de s'occuper d'éliminer le plus vite possible la menace la plus importante qui est le titan colossal. Et du coup, elle, au lieu d'abattre sa lame, en gros la caméra là, elle est prête à voir la lame s'abattre sur la gorge de Bertolt pour lui porter le coup fatal. Mais le truc c'est que comme Mikasa s'inquiète d'Eren, elle met tellement de temps à achever Bertolt que la caméra est obligée de remonter pour récupérer le temps qu'elle perd. Voilà, et du coup ça laisse le temps à Reiner de la pousser. Et maintenant on a enfin l'information du fait que Bertolt n'a pas été frappé à la gorge, il a été frappé
au niveau de l'épaule, son coup a été fatal, et on comprend du coup que l'erreur de Mikasa, et elle-même elle le dit plus tard qu'elle le regrette, que l'erreur de Mikasa est vraiment une erreur fatale. Voilà, et ici on a enfin la toute dernière confirmation qu'ils sont bien des titans, parce qu'en plus d'avoir le pouvoir de régénération, ils ont les éclairs de la transformation. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que la musique va complètement changer du tout au tout, et c'est vraiment en fait la musique, comme on va l'entendre maintenant, c'est la musique qui aurait dû apparaître au moment où Reiner a foncé sur Eren. Voilà, c'est ici qu'on aurait dû avoir cette musique-là. Mais étant donné que Mikasa est tellement un personnage pété et broken as fuck, même la musique n'arrive pas à suivre, et elle lui a coupé l'herbe sous le pied. Et évidemment, je vous ai montré tous les trucs de regard avec le regard qui passe de Bertholdt à Mikasa à Bertholdt, et puis on a de nouveau ce plan-là. C'est fait exprès pour contraster avec, par exemple, le plan de la main de Reiner, où le regard se déplace de façon super fluide et surtout super lente. Donc pendant environ une bonne minute et demie, même plus que 2 minutes, on a eu des mouvements de regard qui étaient lents, avec des informations qui mettaient le temps à arriver. Et là, d'un coup, le regard est complètement agité, il nous affale complètement le cerveau en nous balançant plein d'infos. Et c'est vraiment ça qui crée la scène aussi puissante, en fait. Donc voilà, maintenant on entend la musique qui change complètement avec l'instrumental typique des Titans, l'espèce de bruit électronique, alors que maintenant, avant on avait des vocales et des violons. Maintenant on a vraiment la musique qui se rapproche du thème principal des Titans. On a 3 impact frames. On en a une ici du cuirassé, où on voit au moment de la transformation Reiner qui se transforme en cuirassé. Une deuxième ici avec le colossal. On la voit plus ou moins. Voilà, ici on le voit bien. Et une troisième. Et il faut noter que ce plan-là, ça va être le plan de toute la scène qui est le plus éloigné du centre d'attention. Donc c'est vraiment, on n'a aucun plan, tous les plans jusqu'à maintenant, ils étaient à environ 1 ou 2 mètres des personnages. Là, on est à quelques bonnes centaines de mètres. C'est pour vraiment comprendre que c'est l'impact du moment, l'impact de leur transformation, le moment vraiment où ça tourne super mal pour eux. On a une des transformations les plus longues, je pense, de toute la série. Il y a très peu de transformations qui ont duré autant de cuts d'affilée. Généralement, c'est entre 1 et 4, 5, et ouais, 1 et 3 cuts. Là, on est vraiment sur beaucoup de cuts différents. On a ce petit plan qui est super intéressant, avec les côtes du colossal qui s'enfoncent chacun à leur tour dans le mur. Et même là, et c'est ça qui est incroyable, même là, les détails sont pas là pour rien. Donc la raison pour laquelle les côtes s'enfoncent dans le mur une à une, au lieu de tout en même temps, c'est un effet dont je connais pas vraiment le nom, mais qu'on retrouve par exemple dans les films de guerre. C'est pour comprendre qui a le contrôle. Donc si on prend par exemple un plan dans par exemple, je sais pas, Saga of Tanya, The Evil, l'Isekai avec la guerre mondiale, on a des plans avec les soldats qui sont dans les tranchées, où ils tirent chacun à leur tour. Quand t'as des personnages, quand t'as des coups de feu qui sont comme ça en s'enchaînant, ça donne un sentiment ça donne une impression d'organisation. Et du coup, si c'est bien organisé, c'est pour faire comprendre qui a le dessus en fait. Ceux qui sont bien organisés, c'est ceux qui ont le dessus. Par contre, si tu prends d'autres plans où les tirs sont de façon complètement désordonnée, genre par exemple dans Pirates des Caraïbes, où t'as des coups de canon qui sont dans tous les sens, ou dans la scène de Levi contre Kenny Ackerman, où il se fait fusiller, quand les tirs sont complètement désordonnés, on n'arrive pas à savoir qui a le dessus, et c'est le bordel. On sait pas encore qui a le dessus, c'est le chaos, tout le monde se bat, c'est un peu la jungle. Et donc, en montrant ces côtes qui s'enfoncent une à une dans le mur, ça nous donne vraiment l'impression que le colossal et le cuirassé ont complètement le dessus sur les autres personnages et que c'est eux qui dominent la scène. C'est un petit effet, mais c'est ça qui rend le truc aussi, c'est ça qui rend la scène aussi incroyable, c'est que même les plus petits détails ont leur importance.
Et ici, si vous vous rappelez du début de la vidéo où j'avais parlé du plan important où on avait un espèce de zigzag entre le regard de Bertolt, Reiner et Eren, bah ce plan-là, déjà il restait super longtemps alors qu'il parlait même pas, c'était pour qu'on le mémorise bien, pour qu'il puisse faire allusion à ce plan-là, où on a de nouveau un espèce de zigzag entre les trois personnages, sauf que là les rôles se sont inversés. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'on comprenne vraiment que qu'ils ont repris contrôle de la situation, et que maintenant, au lieu d'avoir Reiner qui était en position de vulnérabilité, avec Eren qui le dominait parce qu'il lui faisait face dans son flanc qui est un point vulnérable, là c'est complètement l'inverse. Les rôles sont inversés, avec Eren qui est tout petit en bas, complètement dominé par la silhouette de Bertolt et Reiner, qui eux le regardent même pas tellement ils dominent la scène, ils ont même pas besoin de le regarder. Donc c'est vraiment deux plans dans la scène qui sont super importants et qui marquent les positions de chaque personnage et surtout la façon dont ils évoluent. Là, ce plan-là, il est super long. Et il va servir à nous faire comprendre en gros les intentions de Reiner. Parce que généralement, on a l'habitude que quand un personnage soit dans la main d'un titan, d'ici quelques secondes, soit il se fait bouffer, soit le titan se fait descendre. Et du coup, en ayant Reiner qui fait quelque chose de complètement inattendu pour un titan, même si c'est un titan intelligent, on comprend qu'il a vraiment quelque chose en tête. Parce que maintenant, l'idée, ça va être de faire comprendre aux spectateurs que Reiner et Bertolt ont un plan d'action prévu et qu'ils vont vraiment faire tout leur possible pour prendre le dessus le plus vite possible. Voilà, et ça va se ressentir tout particulièrement dans cette scène, parce que donc là on comprend vraiment qu'ils ont un plan d'action en tête, qu'ils sont pas en train de faire n'importe quoi, parce que Bertolt va chercher Ymir plus loin que le groupe du bataillon d'exploration. Donc s'il avait pas de plan en tête, là son truc le plus rapide à faire, ça aurait été de taper sa main sur le bataillon d'exploration pour tenter de les abattre, mais il ignore la cible qu'il représente et il va le plus vite possible vers Ymir. Donc ils ont vraiment un plan d'action super précis avec une stratégie déjà définie. Et ça on le comprend via ce plan-là où il ignore complètement Armin alors qu'il aurait pu lui casser la gueule avec sa grosse main. Alors ici, on va avoir un enchaînement aussi qui est assez bien calculé, où on a la main du colossal qui est juste là, et juste après, on a la main du cuirassé qui est un peu plus bas. Donc déjà, ça nous fait comprendre qu'ils ont repris la situation en main, donc littéralement et métaphoriquement. Évidemment, la main, et ça c'est bien calculé aussi, c'est un petit détail, la main du colossal est au-dessus de la main du cuirassé quand on enchaîne les plans. Donc on a la main du colossal ici, et la main du cuirassé en dessous, un tout petit peu en dessous. C'est parce que si c'était pas le cas, ça nous aurait donné l'impression que le cuirassé est au-dessus du colossal, comme s'il était sur son dos ou quoi, bref, et ça aurait été complètement contre-intuitif. Et ici, ils vont de nouveau jouer avec notre regard. Donc pour l'instant, notre regard, il est attiré par... comme il n'y a pas de mouvement, c'est la caméra qui va un peu dicter les mouvements qu'on suit. Et quand c'est ce cas-là, c'est les lignes, de nouveau les lignes qui vont le plus attirer notre regard. Donc ici, on a l'espèce de petit reflet lumineux. C'est ici que notre regard est attiré. Ensuite, on a son genou et puis on a ses abdominaux qui sont des objets super détaillés. Bref, on monte jusqu'à son regard. Et puis, on va avoir la caméra qui va guider notre regard vers Eren. Et au moment où notre regard s'apprête à arriver sur la main de Reiner, hop, on switch de plan. Et on arrive sur Eren. Donc c'est tout bien calculé pour être le plus fluide possible. Hop, voilà. Dans les scènes importantes, il faut faire attention à pas perdre le regard du spectateur, qui ne doivent pas tout le temps se déplacer. On voit ça beaucoup dans les cinématiques. Il faut capter le regard du spectateur le plus possible. Sinon, il risque de rater certains éléments clés vu que les informations s'enchaînent super vite. Voilà, donc après, on a la petite backstory et il n'y a plus grand chose à dire.